J'espère que vous allez bien. Très bien, merci, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et vous présenter quel est votre rôle au Cégep Édouard-Montpetit? Oui, alors je suis donc directrice des études depuis déjà 8 ans au Cégep ici et dans ma carrière, j'ai débuté comme enseignante en mathématiques. Je l'ai fait dans plusieurs cégeps au Québec, mais aussi dans une école secondaire. Donc, j'ai vu les deux niveaux d'enseignement. J'ai également enseigné aussi à des étudiants adultes. Donc, j'ai vu différents types d'étudiants. Et voilà, donc dans mon parcours, j'en suis peut-être à une 30e année de profession dans les cégeps. Intéressant. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Est-ce que c'est l'obtention de la note de passage ou c'est plus que cela? Bien, pour moi, c'est plus que cela, mais c'est important. Donc, c'est important d'avoir minimalement la note de passage. Je pense que la réussite, tu as bien dit scolaire, hein, non pas éducative, la réussite scolaire. La réussite scolaire, c'est vraiment l'acquisition de connaissances et donc, oui, au-delà d'une note, mais quand même, je pense que c'est aussi l'implication, le dévouement de l'étudiant dans ses études. Fait que pour moi, ça, c'est une réussite aussi scolaire en soi, là. Et la réussite éducative, ça se traduirait comment? Bien, la réussite éducative, on la prône beaucoup ici. Donc, oui, la réussite scolaire, parce que quand on admet un étudiant dans un programme, le but, c'est de lui permettre d'avoir une diplomation et donc de sortir avec un diplôme, mais aussi la réussite éducative où on pense à l'engagement de l'étudiant en dehors de ses études. Donc, on pense que de venir dans un milieu collégial comme le nôtre ou ailleurs, c'est de s'investir dans ses études, mais aussi s'investir dans le milieu pour s'épanouir complètement. Et ça, c'est une réussite plus globale qu'on appelle réussite éducative ici, là. Dans laquelle on peut compter l'éducation citoyenne et tout ça. Absolument. Oui, il y a tout un volet formation générale qui est dévoué là, dans notre cursus scolaire pour tous les étudiants, autant dans le secteur technique que préuniversitaire. On retrouve ce volet-là. Dans un de ses romans, Émeric Kertész, en fait, dans Être sans destin, à la suite d'un philosophe grec, écrit « Nous étudions non pour l'école, mais pour la vie ». Que pensez-vous de cette citation? Bien, c'est tout à fait vrai, là. Je pense que si ce n'était que pour l'école, pour qui, premièrement, là, le directeur, la directrice, ou pour soi, mais je pense que c'est vraiment pour soi. Tout ce qu'on va acquérir, on va l'utiliser par la suite. Et je pense qu'effectivement, c'est pour la vie, là. Peu importe, des fois, quand on le fait, on se demande pourquoi on le fait, on questionne pourquoi on le fait, mais après coup, parfois, on dit « Ah oui, OK, maintenant, je comprends pourquoi je le faisais. » Mais sinon, c'est pour l'école, c'est pour qui? Pour réussir, est-ce que c'est important de bien maîtriser les compétences langagières, c'est-à-dire la compréhension orale, la compréhension écrite, l'interaction ou la communication orale et la production écrite, et d'avoir un bon niveau de littératie? Oui, et même en mathématiques. Donc, moi qui étais professeure de mathématiques, je disais souvent à mes étudiants, bien lire et comprendre la question, c'est le départ, donc, de la réussite de l'exercice comme tel. Donc, oui, absolument. Je pense qu'il faut mettre des efforts, il faut déployer des services aussi en lien avec la langue, mais tout à fait, là, c'est primordial. Et qu'est-ce qui complique la réussite éducative et la réussite scolaire? Bien, ce qui la complique, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent arriver dans la vie d'un étudiant ou d'une étudiante, mais moi, je dirais que nous, quand même, au niveau collégial, c'est notre particularité du 15 semaines. Peut-être que des fois, on se dit c'est intéressant, ces 2 sessions, parce que, comme je vous disais, j'enseignais au secondaire et des fois, ce qu'on entendait, c'est que c'est long 1 an, avec le même professeur, Nous, c'est plus court, mais est-ce que des fois, d'être plus court, c'est plus stressant? Parce qu'après 3 semaines, déjà, on doit avoir assimilé des matières. On a un premier examen et il reste 12 semaines pour la session. Des fois, je me questionne, est-ce que c'est trop rapide? Mais qu'est-ce qui complique? Il peut y avoir, moi, c'est certain, là, toutes sortes d'événements dans la vie personnelle, parce qu'on est à un âge où on se découvre, on est beaucoup dans la socialisation, mais aussi les relations humaines, les relations amoureuses un peu plus sérieuses, là, je veux dire ça, parce que ça commence tout jeune, là, mais un peu plus sérieuses. Puis bon, fait que ça peut effectivement compliquer les choses parfois, mais c'est un beau moment là, dans la période de vie, là, quand même. Il y a un soutien qui est apporté, qui est offert aux étudiants aussi, que ce soit un soutien psychologique ou un soutien de l'aide à la réussite. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents services que le Cégep offre, que le Cégep Édouard-Montpetit offre à ses étudiants pour les aider à mieux réussir?
Bien, absolument. Ici, on met beaucoup l'emphase là-dessus. On a spécialement un service de la vie étudiante qu'on appelle, là, qui a déployé. Donc, on peut retrouver là des conseillers d'orientation, des gens de travail psychosocial, des psychologues. On a aussi des centres d'aide au niveau de la direction des études qu'on peut recevoir les étudiants, faire du tutorat, du mentorat. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis autant pour des personnes qui encadrent que pour engager à la limite des étudiants qui aident d'autres étudiants. Donc, oui, on a beaucoup déployé là, dans le passé, mais on est aussi encore là-dedans parce que, il ne faut pas se le cacher, là, la pandémie qu'on vient de vivre a amené des enjeux sociaux plus difficiles, là, socio-affectifs plus difficiles avec nos étudiants. Et en tout cas, la consigne que moi j'ai donnée, c'est on bonifie le tutorat, le mentorat, les centres d'aide, si on peut aller donc récupérer des étudiants. En tout cas, c'est la consigne cette année. On verra l'an prochain, mais on met tous les efforts qu'on peut pour accompagner les étudiants. C'est d'ailleurs un des objets de notre plan stratégique, c'est l'accompagnement des étudiants. Alors, l'accompagnement en classe, l'accompagnement en dehors de la classe, mais également au niveau psychosocial, là. Donc, si je comprends bien, les étudiants et les étudiantes peuvent aller par eux-mêmes demander de l'aide, aller consulter des experts qui vont les accompagner, mais ils peuvent aussi avoir des recommandations. Ça peut être un prof qui recommande à un étudiant d'aller au centre d'aide en français ou d'aller au centre d'aide en mathématiques. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, un étudiant peut de lui-même, et même on a mis en place un site web, Ma Réussite, un site sur lequel on retrouve l'ensemble des services qu'on peut offrir. Donc, de lui-même, mais beaucoup, on le sait, hein, ça se passe en classe. L'étudiant est en classe, il éprouve des difficultés. Le professeur le constate, lui recommande d'utiliser nos services ou carrément, on a aussi des gens, donc comme je disais, à vie étudiante, qui peuvent s'apercevoir qu'il y a des jeunes qui ont des besoins particuliers et vont les accompagner là-dedans. Là. Mm-hmm. Il y a un projet aussi qui s'intitule le projet PAIR qui existe, où les professeurs travaillent en collaboration notamment avec les experts qui sont au centre de services adaptés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là et du rôle aussi du Centre de services adaptés, des conseillers et des conseillères qui travaillent là? Oui, bien effectivement, nous, on s'est aperçu, en tout cas depuis quelques années, la hausse du nombre d'étudiants qui ont des besoins qu'on appelle particuliers, mais spécifiquement aussi des étudiants avec des situations qu'on dit d'handicap. Et on a un service qui est vraiment dédié à accompagner ces étudiants-là avec des professionnels là, qui les encadrent et les suivent. Mais on a ajouté à ça, donc, les professeurs pairs, comme vous disiez, pairs, P-A-I-R-E, profs aidants à l'inclusion et la réussite éducative. Donc, c'est bien important de notre projet PAIR pour nous, c'est que dans chacun des départements de professeurs, il y a un professeur qu'on appelle un professeur pivot, on peut voir ça comme ça, qui est là aussi pour aider et bien diriger un étudiant vers les services professionnels. Mais c'est pas juste pour les étudiants en situation de handicap, on appelle ça vraiment pour tout étudiant à besoins particuliers. Et là, les besoins particuliers, il y en a de toutes les sortes, mais oui, notre projet PAIR, c'est assez récent, qu'on l'appelle comme ça, mais c'est assez récent là, qu'on a injecté des sommes dans tous les départements. Et il y a une belle communauté de pratique qui s'est créée autour de ça. Et, vraiment, il y a un partage entre les professeurs, entre les départements pour accompagner le plus d'étudiants possible. Là. Et ces étudiants-là qui peuvent bénéficier de ces services-là peuvent aussi bénéficier de mesures d'aide particulières, avoir du temps additionnel pour rédiger ou des droits antidotes ou à des logiciels de correction. Oui, bien, entre autres, surtout les étudiants en situation de handicap arrivent avec un diagnostic d'un professionnel de la santé. Et à l'intérieur de ça, il y a des recommandations donc, qui sont proposées. Et l'étudiant, donc prenons un cours de français où la rédaction, c'est plus difficile pour l'étudiant. Bien à ce moment-là, il peut y avoir le tiers de temps supplémentaire qui est accordé. Et donc, l'étudiant a plus de temps pour faire son épreuve. Là. Oui. Et ainsi mieux réussir. Tout à fait. Au Cégep, il y a un plan d'action pour la réussite et il y a le CREPS. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan d'action et du CREPS? Oui, bien, dans notre dernier plan stratégique, on a au Québec maintenant là, un plan de réussite qu'on doit intégrer dans notre plan stratégique. Et ça fait quelques années où on a commencé à parler de réussite, mais c'était la direction des études en parle, la vie étudiante en parle, mais il n'y avait pas un endroit où on réunissait tout le monde autour de cette question. Et donc, on a créé un comité de la réussite et de la persévérance scolaire, donc CREPS. On aime ça ici,
comment on appelle ça, là, les acronymes. Donc, voilà, notre CREPS a travaillé beaucoup à la conception du plan stratégique, que je vous parlais de l'accompagnement tout à l'heure, mais c'est venu d'eux et de l'ensemble des personnes qui occupent différentes fonctions dans notre cégep, qui sont assis autour d'une table et qui réfléchissent à comment mieux intégrer, mieux accompagner nos étudiants. Et dans notre plan de réussite, justement, ce qu'on retrouve, les éléments, bien, il y a entre autres de bien soutenir les étudiants à besoins particuliers, mais il y a aussi la maîtrise de la langue, vous en parliez tout à l'heure. C'est vraiment essentiel. C'est un enjeu qui est ressorti et sur lequel on veut travailler et on y travaille. Donc, c'est ce comité-là là, qui s'est mis donc, ensemble pour nous suggérer des pistes d'action dans le plan de réussite. Et ce comité-là veille aussi à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans les actions posées. Aussi, pour pas justement qu'on réplique des actions d'un service à l'autre, mais aussi que chacun se sente concerné. Parce que souvent, je le dis, mais pour moi, c'est essentiel. C'est pas parce qu'on occupe un poste d'accueil, prenons l'accueil, que ce soit l'entrée, l'accueil d'un service, si on répond bête à un étudiant, bien, peut-être qu'on vient de gâcher un peu sa réussite. Fait que tout le monde a un rôle à jouer en lien avec la réussite. Il faut être bienveillant avec les étudiants, mais en prenant des gens de partout, bien, ça sensibilise partout des gens pour la réussite là, éducative ou scolaire. Oui, il y a un message commun comme ça. Il y a un message commun. Envoyé. Est-ce que le cégep Édouard-Montpetit fait cavalier seul en ce domaine par rapport à la réussite et aux services offerts pour aider les étudiants, ou tous les cégeps dans le réseau collégial vont dans la même direction? Est-ce qu'on retrouve de ces services-là et cette volonté d'aider les étudiants et les étudiantes à mieux réussir partout? Bien, en fait, partout, dans tous les cégeps, en fait, la réussite, là, c'est un sujet quotidien. Mais le ministère de l'Enseignement supérieur a récemment mis en place un plan de réussite et ça, on n'avait pas vu ça. C'est vraiment une nouveauté. Donc là, il y a également, oui, nous, on en parlait entre nous. On a même, on se réunit, les 48 cégeps, on s'est réunis, pardon, pour brainstormer, de voir comment on pourrait mieux aller chercher des sommes du gouvernement pour travailler mieux la réussite sur le terrain. Mais le ministère lui-même a mis en place donc un plan de réussite en nous demandant à nous, les institutions, d'augmenter le taux de diplomation. Donc, comme je le disais au début, hein, c'est certain que la note, oui, c'est important, puis la diplomation aussi. Il y a un étudiant entre pour obtenir un programme à la sortie. Mais aussi, ça nous a demandé de se coordonner dans le réseau parce que là, je le disais tout à l'heure, nous, on s'est fait un service pour se coordonner, mais là, le ministère a la même exigence pour tous. Et là, si on commence à tous refaire, chacun dans notre territoire, des actions, c'est pas gagnant. Donc là aussi, on se réunit. Il y a des organismes aussi là, qui vont nous prêter main forte. Le ministère aussi a injecté des sommes dans les collèges pour nous aider à travailler la réussite. Donc oui, on est là avec... Est-ce que cette préoccupation-là par rapport à la réussite, elle est nouvelle ou elle est là depuis la fondation des cégeps? Elle est là depuis le début. C'est certain que avec l'avènement peut-être d'étudiants, comme on disait tout à l'heure, un peu plus avec des besoins particuliers, la posture a peut-être changé. Parce que si je me remets moi-même à mes études, on voyait plus des cheminements typiques que j'appelle. Donc, des étudiants qui entrent au début, c'est 2 ans le parcours, on fait en 2 ans, on quitte, on s'en va à l'université ou on va après 3 ans sur le marché du travail. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment plus des parcours qu'on dit atypiques. Donc, les gens se cherchent, il y a des changements de programme. Vraiment, c'est plus fréquent maintenant que ce qu'on voyait avant. Mais avant, on se préoccupait de la réussite, absolument. Est-ce qu'elle était plus facile à gérer? Je ne sais pas. Mais maintenant, avec tous ces différents parcours, il faut mettre plus d'efforts et de ressources, je crois. Et la volonté de travailler ensemble dans le réseau collégial, elle émane aussi d'organismes comme le Carrefour de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Carrefour, donc Carrefour de la réussite au collégial, et nous préciser quel est le rôle de cette instance, organisme? Bien, comme je disais tout à l'heure, effectivement, on est 48 cégeps publics et on se regroupe dans différentes instances pour parler de nos problématiques communes. Et justement, le Carrefour de la réussite a été créé par ce regroupement donc des forces et à l'intérieur duquel on retrouve des communautés de pratique. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la maîtrise de la langue. Bien, on a une communauté de pratique qui, donc avec des représentants de chaque cégep, qui parlent de comment mieux outiller les gens pour maîtriser
la langue, etc., qu'on appelle nos REP francs, responsables du français. Mais on a aussi les REP-CAR, les responsables de la réussite, qui sont au Carrefour, qui eux aussi, donc, ils se donnent des stratégies réseau. C'est un partage d'expertise ou d'expérimentation dans des collèges qui sont partagés à d'autres collègues pour le faire vivre dans leur collège. Et il y a maintenant une nouvelle donnée qui vient d'arriver, ce qu'on appelle le REPStat, donc le responsable des statistiques, parce que au-delà, donc, on parlait de la réussite, est-ce que la note, le taux de diplomation, etc., on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une faiblesse au niveau de la connaissance des données, le regroupement des données et tout ça. Puis le ministère, je ne vous cacherai pas qu'il y a un intérêt pour les données. Alors, il y a une nouvelle communauté de pratique là, qui vient de se créer aussi. Là. Qui s'intéresse à tout ça. Il y a également le CAPRES, qui est le consortium sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler du CAPRES? Bien, le CAPRES, oui, c'est là, on parlait du Carrefour, le regroupement pour des communautés de pratique, mais le CAPRES aussi, c'est un organisme où il y a de la recherche. Parce que là aussi, hein, souvent, nos actions, on les fait basées sur, bon, des fois, une expérience vécue quelque part, on veut la répéter, mais la recherche vient aussi avec des données probantes, nous mettre des assises là, pour se dire, bon, bien, est-ce que cette... puis on n'a pas l'habitude de trop vérifier si ça fonctionne vraiment bien, ce qu'on a mis en place, mais la recherche, au moins, nous donne des données probantes pour nous diriger parfois dans une façon de faire là, qui est peut-être, bon, vécue ailleurs, mais aussi des fois novatrice qu'on n'a pas essayé ou expérimenté. Là. Puis d'ailleurs, le ministère, dans la foulée du plan de réussite là, qu'ils ont mis en place, en a fait même un observatoire, donc au Québec. Alors, au-delà du consortium, il a dit, bien, c'est tellement riche et ça prend tellement sens d'avoir des données probantes et de faire de la recherche qu'on va en faire un observatoire au Québec. Donc, ils leur ont donné une posture un peu plus intéressante là, pour poursuivre les recherches et recevoir du financement aussi pour en développer. Okay, donc, l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur fait partie du CAPRES. C'est dans cette foulée, oui, okay. avec le CAPRES. Le ministère de l'Enseignement supérieur, justement, dans tout ça, quel est son rôle? C'est celui qui dicte l'allure des choses, qui donne un cadre à tout ça? Bien, nous, en fait, effectivement, on est régi par une réglementation là, des études collégiales qui vient du ministère, qui, en fait, c'est le ministère. Nos programmes d'études, en fait, arrivent du ministère et on a des exigences, donc, de contenu à passer, des objectifs et standards qu'on appelle. On a aussi une obligation de monter un programme dans nos murs avec un temps limite. Donc, tout ça est réglementé et c'est un rôle vraiment de suivi. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître un plan de réussite au ministère, parce qu'on pourrait dire, bien, pourquoi vous avez un plan de réussite? Mais c'est pour nous. C'est pour qu'on ait justement que nos programmes d'études soient mis en place, mais qu'ils soient capables eux-mêmes de constater que la diplomation augmente. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que depuis plusieurs années, on a stagné au niveau du taux de diplomation, ce qui est un fait. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on a moins bien fait parce que ça n'augmente pas? Au contraire, je vous disais tout à l'heure, les cheminements atypiques, on est là-dedans, donc on se maintient, ce qui est quand même très, très intéressant. Mais le ministère, effectivement, aimerait peut-être qu'on augmente cette diplomation-là, mais aussi la persévérance. Là, ils sont tout de même dans l'élément persévérance. Favoriser l'accessibilité aussi. Ils nous demandent de réfléchir à ça. Les transitions interordres. Donc, des fois, on prend pour acquis, bon, tu viens de finir ton secondaire 5, tu t'arrives au collège, tout va bien aller. Ils veulent qu'on se soucie de ça, cette transition-là. Est-ce qu'elle est si facile? Moi, est-ce qu'on peut mettre des énergies là? Donc, c'est un peu les consignes qu'on reçoit du gouvernement. Il y a un réel effort qui est fait pour aider les étudiants à persévérer dans leurs études et à être capable de faire face aussi aux difficultés et aux défis qui se présentent à eux. Peut-être plus qu'auparavant, ça veut dire. Bien, moi, c'est une impression. J'ai l'impression qu'avant, on avait moins de... Puis là, j'ai pas mon téléphone tout près, mais c'est un peu la bébelle, comme on dit, là. On était moins dérangés, je veux dire ça comme ça, ou sollicités. C'est plus le mot que je devrais utiliser, par l'externe pendant nos études. Donc, on arrivait, on avait une posture d'étudiant, on étudiait, on passait d'un niveau à l'autre. Là, il y a toutes sortes de choses qui se présentent à l'individu, l'étudiant, le futur adulte. Et justement, il y a des questionnements sur est-ce que c'est le bon cheminement? Est-ce que je veux vraiment continuer? Non, je vais changer. Ah, finalement, j'aimais ça. Ah. Il me semble qu'on l'avait moins. On pouvait le faire, mais on était moins porté à le faire avant. Mm-hmm.
il doit y avoir quand même des difficultés qui, d'une génération à une autre, restent les mêmes, des défis et des difficultés qui... Bien, c'est certain que moi, je pense qu'on admet plus d'étudiants, ici à Édouard-Montpetit, là, je vais parler pour Édouard-Montpetit, plus d'étudiants qui ont des difficultés scolaires quand ils arrivent. Parce que, je le dis parce que nous, quand je suis arrivée ici là, en 2011, on a un processus d'admission en 3 tours. Et habituellement, au premier tour, on fermait la boucle. Tous les étudiants qu'on pouvait admettre, ça se terminait là. Maintenant, on doit aller au 2e et 3e tour. C'est pas toujours des étudiants moins forts, mais ça veut dire que, oups, c'est des étudiants là, qui ont fait le choix à retardement, qui sont pas certains ou c'est par défaut. Fait on voit un changement de ce côté-là dans notre institution, là, donc il faut s'en occuper parce qu'on les accueille, on les admet, puis ensuite, bien, il faut travailler la réussite de ces étudiants-là. Parce que moi, je dis souvent, un étudiant, il faut le prendre là où il est, puis il faut l'amener là où on doit l'amener. Mais entre-temps, il faut trouver des mécanismes ou des mesures d'aide pour l'accompagner là-dedans. Là. Et est-ce que les étudiants et les étudiantes, en général, réussissent bien? Est-ce qu'ils finissent par arriver là où on veut les amener? Bien, moi, écoutez, le taux de diplomation n'a pas diminué. Donc, pour moi, ils réussissent, puis ils finissent par aboutir à un parcours intéressant, un parcours éducatif. Mais est-ce qu'ils finissent tous? Non. Puis même, pour moi, un étudiant qui, en cours de route, s'aperçoit que le niveau collégial n'est pas de son niveau, bien, c'est une réussite en soi parce qu'il va trouver une autre voie de sortie, parce qu'il y a d'autres formations qui existent à des niveaux, d'autres niveaux, qui vont faire en sorte qu'il va trouver sa voie. Là. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour moi, là, c'est aussi une réussite là, de ce côté-là. Là. Trouver sa voie, c'est déjà... Trouver sa voie, tout à fait. Est-ce que les étudiants qui reçoivent un diplôme du cégep, sont bien préparés pour intégrer le marché du travail ou pour continuer leurs études à l'université par la suite? Ça, oui. On fait beaucoup d'évaluations de programmes ici, autant dans le secteur technique que le secteur qu'on dit préuniversitaire, donc celui avant l'université. Et autant au niveau technique, les employeurs... on le demande, là, est-ce que nos finissants sont bien formés et tout ça? La réponse est toujours très, très bonne. Et même les diplômés eux-mêmes, on les sollicite là, dans cette évaluation-là, puis eux aussi nous disent qu'ils recommanderaient à un autre étudiant de venir à Édouard-Montpetit parce qu'ils se sentaient prêts quand ils sont arrivés là, donc, au niveau supérieur ou sur le marché du travail. Mm-hmm. Au début de l'entretien, vous disiez que la réussite, c'était pas l'obtention de la note de passage, mais en même temps, pour arriver à diplômer, il faut obtenir cette fameuse note-là. Est-ce que les taux de réussite se calculent, les calculs pour les taux de réussite se basent sur justement des statistiques d'obtention de note de passage par rapport à l'épreuve uniforme, par rapport aux différents résultats obtenus en cours de parcours? J'imagine que oui. Oui, absolument. Bien, les taux de réussite, c'est la réussite de tous les cours, en tout cas le nombre de cours réussis. Mais nous, on a quand même des indicateurs de la réussite. En première session, puis c'est vraiment, on le dit, quand un étudiant arrive chez nous à la première session, s'il y a plus de 80 % de ses cours réussis, il va poursuivre et on sait qu'il va se rendre à terme. Et c'est là, justement, quand on disait les REPStat, les données statistiques, de mieux les utiliser, c'est vraiment de s'attarder aux étudiants qui, dès la première session, ont une difficulté majeure. Chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un contrat de réussite, c'est-à-dire qu'on leur demande de signer, de s'engager, et on s'engage aussi à les accompagner. Mais effectivement, avec ces indicateurs-là, on veut mettre en place ou on met en place des actions pour les accompagner. Mais c'est ça, c'est au-delà du taux de réussite comme tel, là, parce que, bon, ils ont échoué des cours, mais il y a quelque chose à faire là, pour bien les accompagner pour la suite. Donc, ces indicateurs-là sont très importants. Oui, oui. Est-ce que la COVID, est-ce que la pandémie qu'on est en train de vivre a changé des choses par rapport à la réussite éducative et scolaire? Est-ce qu'il y a eu le bouleversement? On sait, nos sociétés ont été bouleversées. Est-ce que ça s'est aussi traduit dans le domaine, dans l'univers de l'éducation, dans le domaine de l'éducation? Si je prends hiver 20, que la session, en fait, on a dû la terminer complètement à distance. Je me rappelle, là, en juin, on présente au conseil d'administration les taux de diplomation. On est resté comme l'an dernier, comme l'année d'avant. Donc ça n'a pas eu d'effet, mais c'est sûr qu'on avait déjà le 3/4 d'une année de fait, en vrai, en réel.
Et donc, ça n'a pas affecté nos taux de diplomation. Par contre, dès qu'on a repris à hybride ou peu importe, là, à distance, à partir de l'automne 20, hiver 21, on a vu des difficultés. On a vu effectivement là des étudiants en détresse, des situations où les étudiants lâchaient, là, mais lâchaient il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus de motivation, suivre un cours chez eux tout seul, pas de socialisation parce que formation à distance, suivre un cours à la maison, il y en a qui ont apprécié, l'environnement est tranquille, mais il y en a d'autres pour qui, là, ils ont été complètement isolés parce que c'est ça, le cégep aussi, c'est un milieu de vie. C'est tout le contexte social aussi derrière les études pour la motivation. Fait que oui, on a vu, et on le vit encore, là. Puis on le vit, nous, à notre niveau, mais les étudiants au secondaire, donc il y en a qui arrivent, il y en a qui sont là maintenant, eux aussi ont été affectés par ce que le ministère a fait, des apprentissages priorisés. Alors, comme on n'était pas en situation réelle de classe, bon, des fois à distance, des fois en réel, bien, il y a des apprentissages qui ont été mis de côté. Puis je comprends, là, c'est ce qu'on appelle prioriser, mais l'impact, on va le vivre encore plusieurs années, oui, dans nos murs. C'est plus difficile d'atteindre une certaine réussite par rapport à la réussite éducative. Éducative, oui. Scolaire, on a eu des beaux succès quand même. Bon. Oui. Je sais que ça a été questionné, des beaux succès. La personne est chez elle. Est-ce qu'on a vu de la tricherie? Nous, on a fait des rappels sur l'honnêteté intellectuelle tout le long de... on en fait même en dehors de la pandémie. Là, on est très sensible à bien accompagner les étudiants là-dessus. Mais bon, il y a eu des beaux succès peut-être un peu particuliers, mais il y a eu aussi des beaux succès réels là, d'étudiants qui, pour eux, c'est un environnement tranquille, puis ils ont performé. Au niveau social, éducatif, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, tout à fait. Est-ce que les étudiants, justement, qui arrivent du secondaire, que ce soit en temps de pandémie ou non, peut-être on vient d'en parler par rapport à la pandémie, lorsqu'ils arrivent au cégep, normalement, donc si on fait abstraction un peu de la pandémie, est-ce qu'ils sont bien préparés pour réussir leurs études au cégep? En fait, ils ont réussi leur secondaire. Donc, on peut partir de là. Parce que moi, je suis pas une personne qui je vois toujours le verre à moitié plein là, plutôt qu'à moitié vide. Et je ne suis pas la personnalité qui va regarder le niveau avant nous et dire, bon, ben ils ont mal réussi ou ils n'ont pas réussi à diplômer ou à mettre le niveau des étudiants assez pour répondre à nos exigences. Mais est-ce qu'ils sont bien préparés? Moi, je pense que oui. Mais nous, on n'est pas nécessairement toujours bien préparés à les recevoir. Et là, je veux vraiment expliquer ce que je veux dire, c'est que nos professeurs, parfois, ont des attentes à ce que ça devrait être. Et les étudiants qui arrivent, bien, ça se peut qu'il y ait des lacunes. Et c'est là qu'on a fait, dans notre plan de réussite, la notion d'accompagnement. Parce que, quand je disais tantôt, moi, je prône qu'ils arrivent avec ce qu'ils ont, mais c'est à nous de les amener où on doit et de trouver tout ce qu'on peut faire pour les amener là où on doit. Et de ne pas, justement, avoir la tête haute et dire, bien, c'est dommage, mais tu n'as pas les acquis nécessaires. Mais moi, je pense que oui, ils sont bien préparés. C'est quand même réfléchi, les cursus. Bon, on parlait de la note de passage. C'est certain que si vous avez un étudiant qui n'a que la note de passage dans toutes ses matières, ça se peut qu'il y ait des difficultés. Mais là, je vous disais tout à l'heure, c'est la première session pour nous. Dès qu'on a cet indicateur-là, il faut trouver un moyen de les aider parce qu'on le sait que c'est des étudiants à risque. Des fois, c'est de leur apprendre à structurer aussi, c'est ça. Travail, à faire un horaire puis à le respecter. Tout à fait. Il y a une collègue, Repfran, qui était à Repfran, en fait, au cégep André Laurendeau, qui disait pour les professeurs, parfois c'est difficile parce que les professeurs vieillissent, mais les étudiants restent toujours au même âge. Donc, ils restent toujours au même niveau. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ça, c'est parfois facile à oublier, justement. Ouais. Est-ce que donc, les étudiants, de façon générale, pandémie ou pas, sont persévérants et est-ce que l'ensemble des étudiants, on voit là, la volonté de réussir dans leur parcours et dans leur façon d'être? Moi, j'ai vu beaucoup, puis on fait les cérémonies de fin d'études, puis c'est toujours un moment qui me fait chaud au cœur parce qu'il y a des belles réussites. Et je pense qu'il faut tabler là-dessus. Pour les autres qui ont des parcours plus difficiles, on les accompagne. Fait que ça me sécurise aussi de ce côté-là. Mais il y a de très belles réussites, puis je pense qu'il faut être fier de ça. Puis même, on a commencé l'an dernier et on va le répéter cette année. Dans le contexte de la pandémie, parfois, on fait les choses autrement, puis ça nous demande à se questionner.
ça nous amène à nous questionner, mais on a mis en place ce qu'on a appelé CAP sur la rentrée. Donc, d'accueillir les étudiants en vrai. Donc, ils avaient les masques, la distanciation, c'était quand même particulier, mais écoutez, on a réussi à avoir 1000 étudiants avant la rentrée des cours, donc pas la semaine où on commence, c'est vraiment la semaine avant. Et à la fin de cette journée-là, où on leur donnait des outils pour bien les préparer, justement, à leur rentrée, ils nous ont remerciés et on a vu vraiment là, des beaux sourires là, de cette journée-là. Fait que moi, je me dis, mission accomplie. On va le refaire parce qu'on s'est aperçu que quand je disais on prend pour acquis, on pensait que les étudiants maîtrisaient les mots de passe, ils ont toujours le cellulaire, donc ça va de soi, ils connaissent tout ça. Non, il y a des choses qu'il faut leur montrer avant le premier jour de classe pour qu'ils soient justement plus... Parce que c'est court, je le disais tantôt, c'est court. Donc, plus vite ils sont capables de rentrer dans le rythme d'une session, bien, mieux ce sera. Là. Donc, il y a aussi un service à Édouard-Montpetit qui est intéressant, qui se nomme la boussole interculturelle, qui est là pour les étudiants étrangers et étrangères qui ont besoin de réponses à leurs questions pour savoir comment faire pour bien s'adapter, pour mieux comprendre les différences qu'il peut y avoir entre leur culture et la culture haute. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce service qui n'est pas, lui, dans tous les cégeps? Non, effectivement, on a une professionnelle qui est là pour travailler au niveau de l'interculturel, aider les professeurs, justement, parce que quand on a de différentes personnes dans nos classes, puis bon, des fois, on s'aperçoit que, oups, ça semble pas bien passer entre deux personnes, bien, on a cette experte, là, donc, au niveau interculturel qui peut nous aider, aiguiller les professeurs là, pour bien travailler en classe avec l'ensemble des communautés. Mais aussi, on a un service de la mobilité et des activités internationales qui, eux aussi, ont fait un comité d'accueil des étudiants étrangers parce que aussi, pour favoriser l'intégration de ces personnes-là qui arrivent d'un autre pays, bien, on essaie de les mettre en contact et de créer une petite chimie entre eux. Fait que là aussi, là, il y a tout un service là, qui est là pour les accompagner et ils travaillent de concert avec la boussole, bien sûr, parce qu'un étudiant étranger, nécessairement, pourrait aussi être accompagné par la personne de la boussole interculturelle. Ouais. Intéressant. En conclusion, peut-être citer un poète québécois, un rappeur québécois qui s'appelle Webster, qui dit qu'il n'y a que dans le dictionnaire que la réussite et le succès viennent avant le travail. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant en lettres alphabétiques, là, mais je pense que la réussite puis le succès vient avant le travail. Moi, je pense que c'est effectivement l'inverse. Là. Quand on parle de la persévérance, bien... Puis récemment, là, on a eu les Olympiques, puis, tu sais, je me disais, qu'est-ce que la réussite ou la persévérance là-dedans? Parce qu'on avait des bourses, on donnait des bourses d'excellence il y a une semaine ou deux. Et les gens disaient, est-ce qu'on devrait être gêné de parler d'excellence et tout ça. Puis je disais, bien, au contraire, on est fiers d'un sportif pour l'excellence de son jeu acrobatique, peu importe. Puis nous, bien, on va se gêner de féliciter l'excellence académique. Non, il faut en parler, mais effectivement, c'est un effort. On le voit, là, pour faire des sauts en ski ou peu importe, c'est des efforts, puis répéter. Bien, c'est la même chose, là, en travaillant, puis en répétant, bien, on va réussir, puis on va avoir du succès. C'est important d'avoir des objectifs et de faire comme un ancien étudiant d'Édouard, Charles Hamelin, et de travailler pour arriver et atteindre nos objectifs. Madame Mercier, merci beaucoup. Bienvenue, merci à vous. Au plaisir.